Donc, bonjour à tous et merci de l'invitation. Donc, je me présente brièvement, Frédéric Vivien, je suis directeur de recherche INRIA, en poste à l'École normale supérieure de Lyon. Donc, mon domaine de recherche, c'est ce qu'on appelle généralement le parallélisme, c'est-à-dire le fait d'utiliser un ensemble de ressources de calcul, cœur, processeur, ordinateur différents, pour résoudre un même problème de calcul scientifique de manière efficace, ou du moins on l'essaye. Et je suis généralement considéré comme un spécialiste d'ordonnancement, donc c'est là-dessus que je vais vous parler aujourd'hui, même si évidemment tout ce que je vais vous parler, c'est des résultats qui doivent avoir tous au moins 30 ans, donc des résultats classiques de la littérature. Donc il y aura deux parties, donc qui ne correspondent pas au résumé extrêmement succinct que j'avais envoyé. Donc alors il y a deux choses, je n'ai pas du tout l'habitude de m'adresser à un public de non-spécialistes, donc surtout, si jamais il y a des moments où je jargonne, où j'utilise des choses que je n'ai pas définies, ou que je suis incompréhensible, surtout, vous intervenez. Vous m'interrompez, vous me posez des questions. Aussi, je ne savais pas exactement, j'arrivais pas à me faire une idée de ce que vous aviez comme culture ou pas. Donc j'ai essayé de faire une première partie qui soit très simple. Donc ce que j'ai sur le cas une machine. Et dans la deuxième partie, j'utiliserai des choses un peu plus sophistiquées, un peu plus avancées. Normalement, vous avez eu lundi matin un cours sur la complexité, la NP-complétude. Donc, il y aura des preuves de NP-complétude, il y aura des algorithmes d'approximation, il y aura un algorithme de programmation dynamique. Donc, on verra des choses plus poussées dans la deuxième partie. Donc, surtout, s'il y a quoi que ce soit, ou que je ne suis pas clair, pas compréhensible, vraisemblablement, il y a, je dirais, une erreur ou deux à un moment ou à un autre, c'est classique. Surtout, vous intervenez. Alors, la première question, c'est quoi l'ordonnancement? Donc l'ordonnancement, évidemment, tout au long de l'exposé, je vais le considérer d'un point de vue très centré sur l'informatique, mais c'est un problème qui est beaucoup plus général. La thématique de l'ordonnancement, on peut la rencontrer, et vous la rencontrez dans la vie de tous les jours. Donc, vous avez passé votre journée au lycée, vous avez fini vos cours, vous avez fait vos dernières réunions pédagogiques, vous avez fini vos cols, vous rentrez à la maison. La journée au lycée, elle est finie, mais pas votre journée. Il y a encore des choses à faire. Il va falloir préparer les cours pour le lendemain. Vous avez les copains qui viennent manger. Il va falloir préparer le repas. Donc, il fait chaud, on va faire quelque chose de frais. On va faire des salades composées. Donc, l'avantage, c'est que vous pouvez les préparer à la dernière minute ou vous pouvez les faire à l'avance, vous pouvez les mettre au frigo. Le dessert, pareil, vous pouvez le faire à la dernière minute ou vous pouvez le faire en avance. Donc, vous avez un certain nombre de choses que vous allez devoir faire. Et vous avez une marge de manœuvre, vous avez une liberté, vous avez un choix possible. Et donc ce à quoi on va s'intéresser, c'est à ce choix. Donc ici, on va avoir un certain nombre d'hypothèses. Là, les actions qu'on a marquées ici, on peut en faire qu'une seule à la fois. On ne va pas faire le dessert en préparant le cours du lendemain, parce que sinon on risque de salir les feuilles, ça ne va pas faire classe sur le bureau. Et ces choses-là, ces actions-là, en fait, elles sont indépendantes les unes avec les autres. Indépendantes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez les faire, donc effectivement indépendamment, et surtout d'un point de vue d'ordonnancement, vous pouvez les faire dans n'importe quel ordre. Vous pouvez d'abord préparer le cours et après préparer le dessert, ou d'abord préparer le dessert et après préparer le cours. C'est des actions qui ne sont pas liées entre elles, c'est ce qu'on appelle des actions indépendantes. Et donc ici, on a 3 actions à faire, elles sont indépendantes les unes avec les autres, donc on a 6 ordres possibles. Et le problématique de l'ordonnancement, ça va être de choisir un de ces 6 ordres. Alors, là, j'ai cité que des choses qui sont obligatoires, mais on pourrait penser à d'autres choses. La journée a été dure, les élèves étaient complètement dissipés, ils n'écoutaient rien, ils faisaient beaucoup de bruit, vous êtes crevés, peut-être que ça voudrait valoir le coup d'écouter un petit peu de musique. Donc soit on peut carrément faire une pause une demi-heure avant d'attaquer, soit en fait, la musique, là, on peut l'écouter en même temps qu'une autre action. On a des actions qui peuvent avoir lieu en même temps. On peut écouter de la musique en préparant le cours du lendemain. Bon, par contre, on ne va pas pouvoir monter des blancs en neige en écoutant un morceau de musique classique doux. Donc il y a des choses qui sont compatibles, des choses qui ne sont pas compatibles. Donc on a de la liberté qui apparaît à certains niveaux, mais on a aussi des contraintes.
Alors, le coût de la musique, ça peut paraître anecdotique, ça n'a rien à voir avec les autres. Les autres choses, c'était des actions qui étaient obligatoires. La musique, là, ça peut être, on peut le faire ou on peut ne pas le faire. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi est-ce que je l'ai rajouté dans la liste? Pourquoi est-ce que, en présentant un ensemble d'actions qui sont à faire, pourquoi je rajoute quelque chose qui est superfétatoire, qui est là dans un autre plan? En fait, il y a une question sous-jacente ici. Une question qui va être le fil conducteur de ce premier exposé. C'est quelque chose d'extrêmement important quand on regarde un problème d'ordonnancement, c'est quel est le but du jeu? Qu'est-ce qu'on essaye de faire quand on résout notre problème d'ordonnancement? Qu'est-ce qu'on cherche à optimiser? Le terme technique, c'est quel est l'objectif, quelle est la fonction objectif? Ici, si le but du jeu, c'est de finir le plus tôt possible, hors de question de faire une pause musique. Le cours, c'est simple, on l'a déjà enseigné pendant 10 ans, on regardera 10 minutes les notes dans le métro demain matin. Pour la préparation du repas, quelques boîtes de conserve, 3 fruits, ce sera vite fait, les copains ne viendront pas, on gagnera du temps à long terme. Donc on a une solution, on bâcle tout, et c'est fini au plus tôt. Mais c'est peut-être pas ça que vous cherchez. Peut-être que ce qu'on cherche, c'est avoir, pour prendre un terme très à la mode, une certaine qualité de service. Donc on veut quand même avoir une certaine maîtrise, aisance pour le cours du lendemain. On veut que le repas soit quand même sympa, se passe bien, donc passer un certain temps, mettre une certaine quantité d'efforts pour ce qui est de préparer le plat principal, pour ce qui est de préparer le dessert. Donc là, c'est quelque chose de complètement différent. Et on voit tout de suite que, suivant ce que l'on va chercher à faire, on ne va pas avoir la même meilleure solution, on ne va pas avoir la même solution optimale derrière. Et aussi, la musique, c'est parce que vous êtes rentré, vous êtes crevé, et le but du jeu, c'est peut-être pas de bosser au maximum le cours du lendemain pour être sûr de pouvoir répondre à toutes les questions de tous les élèves, même ceux qui vous embêtent tout le temps, et de finir avec un mal de tête au moment du repas. Donc, on peut avoir tout un ensemble de solutions possibles suivant ce qu'on va appeler la fonction objective, donc ce que l'on cherche à optimiser le but du jeu. Avant de préparer le repas, peut-être que ça vaudrait le coup de jeter un coup d'œil dans le frigo pour voir si on a tout. Et s'il manque des choses, il va falloir commencer par aller faire les courses. Il va falloir faire les courses avant de pouvoir faire à manger. Donc là, on a des actions qui sont en relation de dépendance. Une relation de dépendance d'une action A vers une action B, ça veut dire qu'il doit, quelle que soit la solution d'ordonnancement que vous preniez, entre autres, quelle que soit la fonction objective que vous cherchiez à optimiser, dans tous les cas, il faudra faire l'action A, faire les courses, avant de faire l'action B, faire la cuisine. Donc ça, on a un type de contrainte supplémentaire dans notre problématique d'ordonnancement. Bon, autre chose, il va falloir aller chercher il va falloir emmener la petite dernière au sport. Le sport commence à 18h. Donc là, on a une date butoir. On a une action que l'on doit faire, qui est obligatoire, comme préparer le repas, mais là, on a une date. Cette action doit être réalisée avant cette date butoir. Alors, la date butoir, elle peut avoir des sens différents. Il y a des dates butoirs qu'on doit respecter impérativement. Il n'est pas possible de dépasser. Et il y a des dates butoirs que l'on peut dépasser avec plus ou moins de conséquences. Vous rendez votre déclaration d'impôt en retard, 10% de pénalité. Donc là, de nouveau, on va avoir des types de contraintes différentes avec des types de marges de manœuvre différentes. On a une date butoir pour ce qui est d'emmener la petite dernière au sport, mais on a aussi une date de soumission, une date d'arrivée, parce qu'on ne peut pas l'emmener au sport pour sa séance de 6h du soir à 8h du matin. On fait ça après qu'elle soit rentrée de l'école à 5h. Donc on a en fait ici une action pour laquelle on va avoir un encadrement, une fenêtre de temps pendant laquelle on va pouvoir la réaliser. On ne pourra pas commencer à la réaliser avant 5h du soir, et on ne pourra pas finir de la réaliser après 6h du soir. Autre type de contrainte, faire les courses, il va quand même y avoir pas mal de choses à ramener, ça va être lourd. Le magasin n'est pas tout prêt. Pareil, on peut aller en transport en commun pour le sport, mais c'est long. Et il y a les copains qui vont arriver, donc ce serait pas mal de ne pas perdre trop de temps dans les déplacements. Bon,
Manque de bol, on ne peut pas faire les deux actions en même temps, sinon là, il faut qu'il y ait deux personnes différentes qui fassent les deux, il n'y a qu'une voiture dans la famille. Et donc là, on a un problème de contrainte de ressources. On a une ressource qui est en nombre limité, et c'est elle qui va influer sur des prises de décision. Donc deux actions qui ne peuvent pas être faites simultanément parce qu'elles nécessitent une ressource. On a bien deux personnes différentes, chacune peut la faire au même moment, sauf que les deux ont besoin, si c'est avec la voiture dans les deux cas, les deux ont besoin d'une ressource qui n'est présente qu'en quantité limitée. Après, il y a d'autres types d'actions. Vous avez récupéré les devoirs à la maison le matin, une pile de copies à corriger. Qu'est-ce que vous faites? Vous commencez à les corriger? Je n'ai pas entendu la suggestion. Donc, vous les corrigez tout de suite, comme ça vous en êtes débarrassé, vous repoussez tout au lendemain, vous commencez un peu et vous retardez, vous finirez plus tard. En fait, là, on a un type d'action qui est particulier, où vous pouvez commencer, vous pouvez interrompre cette action, et vous allez pouvoir la reprendre plus tard, demain, après-demain, et la reprendre à l'endroit où vous l'avez arrêtée. Toute copie qui est corrigée, eh ben, la correction ne va pas disparaître. Donc là, on va parler d'une action que l'on peut préempter. Donc une action que l'on peut arrêter et reprendre plus tard de l'endroit où on l'a arrêtée. Alors évidemment, il y a des actions, ce n'est pas vrai pour toutes les actions. Quand on parlait d'emmener la gamine au sport, vous ne pouvez pas faire la moitié du trajet en voiture, dire « oh ça me fait chier, j'arrête pour aujourd'hui, je ferai la deuxième moitié du chemin demain ». Non, là, si vous arrêtez, il faut revenir à la case départ. Et si vous le refaites, vous serez obligé de le faire entièrement. Donc, il y a des actions qu'on peut préempter et recommencer telles quelles sans aucun problème, sans aucun surcoût. Il y en a par contre que si on les préempte ou si on les arrête et qu'on les recommence au départ plus tard, on aura des surcoûts à payer. Si vous annulez des actions que vous décidez de ne pas faire, et vous aurez des surcoûts à payer. Si vous n'emmenez pas la gamine au sport, ben, typiquement, elle va vous pourrir la soirée pour se venger. Dernier type de problème, vous avez décidé de faire les choses au plus tard possible. Besoin de 3/4 d'heure pour préparer le repas. Les copains arrivent à 8 h, je commence à 7h15. Pas besoin de m'y mettre avant. Je fais les choses à la dernière minute. Manque de bol, 10 minutes après avoir commencé à préparer à manger, la belle-mère qui appelle. Normalement, ça prend 30 minutes au téléphone. Là, vous avez une action qui était relativement imprévisible. Il y a des actions dont vous savez à l'avance qu'elles vont arriver, que vous aurez à les faire, et que vous savez quel temps elles prendront, quel temps elles vous demanderont de faire. Et il y en a qui tombent du ciel. Donc là, on a un type de problème algorithmique qui est différent. On parlera... alors, il n'y a pas de très bonne traduction ou très courante de l'expression anglaise, c'est online. Donc on va parler d'algorithmique à la volée, d'algorithmique en ligne, où là, en fait, on doit résoudre un problème d'optimisation, un problème algorithmique, dont on ne connaît pas l'ensemble des caractéristiques. Il y a certaines de ces caractéristiques, ici les actions que vous aurez à faire, qui n'apparaîtront qu'en cours de route. Et donc là, typiquement, si, dans ce cadre-là, vous avez pris une décision qui était « je fais les choses le plus tard possible », à ce moment-là, si vous avez, manque de bol, le coup de fil de la belle-mère, et bien là, vous ne serez pas capable de respecter vos dates butoirs naturelles qui étaient d'avoir fini de préparer le repas avant que les copains arrivent. On peut avoir deux variantes principales des problèmes en ligne. Il y a les problèmes qui sont dits clairvoyants et ceux non clairvoyants. Donc clairvoyant, vous ne savez pas quelles sont les actions que vous aurez à faire, mais quand il y en a une qui vous est soumise, vous savez quel temps elle vous prendra. La belle-mère, elle est maniaque, le coup de téléphone, c'est 29 minutes 59 secondes, pas une de plus. Donc quand ça tombe, vous ne savez pas quand ça va arriver, mais quand ça tombe, vous savez pour combien de temps vous êtes pris. Ou alors le problème est non clairvoyant. Vous ne savez pas, quand l'action arrive, combien de temps elle vous prendra. Vous ne saurez combien de temps il était nécessaire d'avoir pour la réaliser qu'au moment où elle se terminera. Donc ça, c'est le cas où la belle-mère a le téléphone, sa fille n'est pas à la maison, soit de rage, elle raccroche dans la seconde, et vous êtes tranquille, soit, pour se venger, elle vous tient 1 heure au téléphone. Et donc là, tant qu'elle n'a pas raccroché, vous ne savez pas.
Non, non, je ne tiens pas 1 heure. Donc, ça, c'est les problèmes d'algorithmique en ligne, clairvoyants ou non clairvoyants. Alors, donc ça, c'était pour une présentation des principaux concepts qu'on va avoir avec lesquels on va jouer maintenant. Donc, devenir très très informel. Donc, le problème d'ordonnancement, c'est quoi? Toujours de manière relativement informelle. Ben, on va avoir un ensemble de tâches, de travaux, de traitements, de choses à faire, d'actions. Appelez-les comme vous voulez. On va avoir un certain nombre d'unités de traitement. Donc si on est vraiment dans un cadre informatique, on va parler d'ordinateurs, de machines, de processeurs, mais c'est plus général que ça. Et on va aussi avoir des ressources. Parce que, par exemple, pour le déplacement en voiture, on a besoin d'une ressource voiture qui peut être en quantité limitée, qui est autre chose que le temps, qui est généralement ce qu'on va gérer. Et donc, la problématique de l'ordonnancement, ça va être de répondre à la question, quelles unités de traitement j'utilise pour exécuter quelles actions, à quel moment, et en utilisant quelles ressources. Et ça, à chaque fois, en essayant d'optimiser quelque chose, d'optimiser donc le but du jeu, la fonction objectif. Donc là, donc on va se placer dans des cas relativement simples et on va jouer avec cette fonction objectif pour voir quel impact elle peut avoir sur la forme de la solution, voire sur la difficulté d'obtenir une bonne solution. Donc si on se place dans une vision informatico-centrique, donc on va évidemment partir des choses les plus simples possibles. Hors de question de s'amuser à commencer par de l'ordonnancement non clairvoyant, en ligne non clairvoyant. Donc, on va avoir un certain nombre de tâches, n. Je vais avoir n tâches à faire. À chaque tâche i, je vais avoir une durée que je vais noter pi. Donc on suppose que c'est un entier naturel, non nul. C'est juste pour se faciliter certains raisonnements, mais bon, évidemment, les rationnels, ce serait pareil. Dans cette première partie, on va considérer qu'un seul processeur. On va considérer plusieurs processeurs dans la deuxième partie. Donc les hypothèses, donc on commence par le cas le plus simple possible. Donc on a des tâches qui sont toutes indépendantes. À un instant donné, un processeur ne peut traiter qu'une seule tâche. Donc on ne peut pas superposer d'une manière ou d'une autre l'exécution de 2 tâches différentes. On suppose que toutes les caractéristiques sont connues à l'avance. Donc on sait combien de tâches on aura à exécuter et on sait quelle sera la durée d'exécution de chacune de ces tâches. Traditionnellement, l'ordonnancement il commence à la date 0 et à la date 0, on a toutes nos tâches qui sont disponibles. On n'a pas donc, elles sont toutes disponibles à date 0 et on n'a pas de date butoir pour chacune de ces tâches. On a un horizon illimité au niveau de la fenêtre d'ordonnancement et on n'a pas de préemption. Et la solution, elle va s'exprimer comment? Elle va s'exprimer par un ordre d'exécution des tâches, la plupart du temps, parfois en rajoutant effectivement non seulement la tâche qui est exécutée, mais la date à laquelle elle démarre. Donc on va avoir, généralement, ça va juste être la solution de l'ordonnancement, ça va juste être une permutation de l'ordre des tâches. Et on va noter on va noter CI, la date de fin d'exécution de la tâche I. Donc on le nomme parce que c'est ce qu'on va manipuler tout du long. Voilà, donc on se place dans le cadre le plus simple possible pour commencer. Et pour faire très simple, la première chose que l'on va faire, donc on a notre ensemble de tâches ici, on en a 5. Donc au niveau convention, on représente toujours le temps qui s'écoule de la gauche vers la droite. Donc ici, j'ai mes 5 tâches qui sont disponibles à date 0 et elles sont de longueur différente, qui veut dire qu'elles sont de durée différente. On commence très simple, on veut faire nos tâches le plus rapidement possible. Donc là, normalement, a priori, vous devez vous demander ce que je cherche parce que ça paraît quand même relativement évident. Donc je prends une tâche, je l'exécute dès la date 0. Dès qu'elle a fini, j'en prends une autre, je l'exécute, et ainsi de suite, jusqu'au moment où j'ai exécuté mes 5 tâches. Donc là, a priori, il n'y a pas de difficulté. Quoi qu'on fasse, ça revient au même.
l'ordonnancement il est optimal, quel que soit l'ordre dans lequel j'exécute mes tâches. Donc là, il y avait grosso modo rien à optimiser. Si je prends le temps d'insister là-dessus, c'est parce que là, il y a un présupposé en dessous. Il y a quelque chose qu'on a fait naturellement et qu'on ne réalise pas tellement c'est évident, mais qui, dans d'autres cadres, n'aura pas de raison d'être. C'est que, ici, on n'a pas laissé le processeur inactif. On a fait chaque tâche dès que possible. Et évidemment, on ne voit pas ici, enfin, si on laisse du temps entre deux tâches, bien évidemment, on va retarder la date de fin de l'ensemble de notre ordonnancement. On va augmenter le temps de complétion. Donc ici, quel que soit l'ordre d'exécution des tâches, l'ordonnancement est optimal du moment que chaque tâche est exécutée au plus tôt, qu'on ne laisse pas volontairement inactif le processeur. Donc vous verrez un peu plus tard des exemples où, au contraire, on va avoir un dans la première partie et un dans la deuxième partie, où, au contraire, la solution optimale, parce que l'objectif sera différent, dans la solution optimale, on aura intérêt à volontairement laisser inactif un processeur. Ici, ce n'est pas le cas. On prend n'importe quel ordre des tâches, on peut le tirer au hasard, on exécute les tâches dans cet ordre-là au plus tôt, et on obtient l'ordonnancement optimal. Quelle est la valeur de l'optimal ici? Quel est le temps de complétion? Donc c'est le maximum des temps de complétion des tâches, et donc c'est la somme des tailles des tâches. Alors juste un point de vocabulaire, on n'a pas de mots spécifiques en français pour le temps de complétion de l'ordonnancement, donc on a tendance à utiliser l'expression anglo-saxonne qui est mexpan. Voilà, donc ça c'était pour une première fonction objective qui était la date à laquelle on a enfin fini de traiter l'ensemble de nos tâches. Mais on peut avoir d'autres fonctions objectives, d'autres objectifs à optimiser. Donc là on prend un autre exemple. Vous avez une administration, vous avez quelqu'un au guichet qui va traiter des dossiers, qui va traiter des demandes. Et vous avez tout un lot de demandeurs. Donc qu'est-ce qui se passe dans la vraie vie? Le bureau ouvre, tout le monde court, prend le ticket, et celui qui était une demi-seconde avant l'autre sera servi devant. On pourrait imaginer autre chose. On pourrait imaginer que ce que l'on cherche à faire, ce n'est pas respecter plus ou moins l'ordre d'arrivée des personnes, qui est en grande partie arbitraire, mais de minimiser le temps moyen d'attente des personnes. Et ici, il va y avoir des temps qui vont être différents si les durées de traitement des différentes tâches est différente. Donc, si on veut formaliser ce problème-là, donc la minimisation du temps moyen d'attente des personnes dans le service, sachant que donc toutes les demandes arrivent au même moment, mais qu'elles ont de durées de traitement qui sont différentes. Donc, on note sigma de i, donc l'indice de la ième tâche qui sera exécutée dans notre ordonnancement. Donc sigma, c'est notre ordonnancement, c'est notre solution. Bon, bah, le temps d'attente de la tâche, c'est le temps écoulé entre le moment 0 et le moment où l'exécution de cette tâche se termine. Donc c'est égal à la durée d'exécution de cette tâche plus la durée d'exécution des tâches qui sont exécutées avant elle. Donc c'est juste ce qui est écrit ici. Et donc si on veut écrire globalement, bon, bah, on a la moyenne 1 sur n de la somme des temps de complétion des tâches. Donc on a cette formule ici. Et donc ce qu'on cherche à faire, c'est à trouver l'ordre d'exécution des tâches de manière à minimiser ce temps moyen d'attente, ce temps moyen que les tâches auront passé dans le système, que les demandeurs auront attendu avant que leur dossier soit fini d'être traité. Alors, d'après vous, comment les plus courts en premier? Donc, on prend un ordre quelconque, et si on s'amuse à raccourcir la première tâche, vous voyez qu'on avance, on diminue le temps de complétion de chacune des tâches d'autant. Donc évidemment, ce qui paraît le mieux, c'est de mettre la plus petite tâche d'abord. Donc la solution optimale, c'est l'algorithme qui s'appelle plus courte tâche d'abord, shortest processing time en anglais. Comment est-ce qu'on prouve ça? Alors on prouve ça par échange. Donc en fait, toutes les preuves que je vais faire dans cette première partie, sauf la dernière, sont en fait des preuves par échange. C'est un processus assez classique pour prouver des propriétés en ordonnancement. Donc c'est quoi une preuve par échange? Vous allez considérer une solution. Vous prenez une solution,
généralement optimale, mais ce n'est pas forcément nécessaire. Donc, vous prenez une solution existante et vous intervertissez deux tâches, typiquement deux tâches qui sont exécutées consécutivement, et vous regardez quel est l'impact sur la valeur de la fonction objective de cette modification de l'ordonnancement. Et si le problème est suffisamment simple, typiquement si c'est un algorithme glouton qui va vous permettre d'obtenir la solution optimale, vous allez obtenir le critère qui définit l'algorithme optimal de résolution de votre problème d'ordonnancement. Donc, on prend un ordonnancement quelconque et on va intervertir la km et la k plus unième tâche, donc la tâche TI et TJ, on va intervertir leur ordre d'exécution. Donc, on définit un nouvel ordonnancement qui est identique au premier, sauf qu'on a interverti les moments où les tâches noires et bleues sont exécutées. Donc, juste définition formelle ici. Pour toute tâche, le nouvel ordonnancement, c'est le même que le précédent, sauf la kème tâche, maintenant, c'est J au lieu d'être I, et la k plus unième, c'est I au lieu d'être J. Alors, les propriétés, si on regarde ici, bien évidemment, à part les tâches, toutes les tâches autres que I et J ont la même durée de complétion, la même date de fin, la même date de complétion dans le premier ordonnancement que dans le deuxième. Donc, à part IJ, la date de complétion dans le deuxième est la même que le premier. Après, si on regarde la date de complétion de la tâche bleue dans le deuxième, c'était la date de complétion de la tâche noire dans le premier, puisque l'ensemble des tâches qui sont exécutées jusqu'à ce moment-là est exactement le même. Donc, C'I égale CJ. Si on regarde la date de complétion de la tâche bleue dans le premier ordonnancement, c'est la date de complétion de la tâche qui la précède, donc la date de complétion de la k-1e tâche, plus la durée de la tâche bleue. La date de complétion de la j-ème tâche dans le deuxième ordonnancement, c'est la date de complétion de la k-1e tâche dans le deuxième ordonnancement, qui est exactement la même que celle de la k-1e dans le premier ordonnancement, plus la date d'exécution de la tâche noire. Voilà, donc là, on a les valeurs des dates de fin de nos tâches dans le deuxième ordonnancement par rapport au premier. Donc, juste réécrire les équations, et nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir quelle est la valeur de la fonction objective dans le deuxième ordonnancement par rapport au premier. Donc là, rien de bien compliqué. On réécrit cette somme en séparant d'un côté ce qui ne change pas de ce qui change. Donc ici, les dates de complétion sont les mêmes dans le nouvel ordonnancement comme dans l'ancien. Donc il nous manque deux tâches. On réécrit notre expression. Donc on a ici le temps moyen d'attente, c'est le temps total d'attente dans le nouvel ordonnancement. Ici, on a le temps total d'attente dans l'ancien ordonnancement, et donc on a juste ce terme-là qui est la différence. Donc on voudrait savoir quelle est la valeur de ce terme-là. Donc ce qu'on remarque, ce qu'on avait vu, c'est que C'I, donc la date de fin de la tâche I dans le nouvel ordonnancement, c'est la date de fin de la tâche J dans le précédent. Donc on a ces deux termes-là qui s'annulent. Il nous reste moins CI plus C'J. Bon, on a les deux expressions ici, et donc ce qu'on obtient à la fin, c'est que la différence, c'est juste la différence d'exécution des deux tâches. Si on part de l'hypothèse que l'ordonnancement duquel on est parti, c'est l'ordonnancement optimal, à ce moment-là, c'est la valeur du nouvel ordonnancement, la fonction objective du nouvel ordonnancement doit être supérieure ou égale à celle de l'ancien, et donc PJ moins PI doit être positif. Donc, en résumé, on est parti d'un ordonnancement qu'on a supposé optimal. Il y avait une tâche TI qui était exécutée juste avant une tâche TJ. À ce moment-là, ça veut dire que la durée d'exécution de la tâche TJ doit être supérieure ou égale à la durée d'exécution de la tâche PI. Et donc, le théorème, c'est que ce qu'on avait intuité, c'est que pour minimiser le temps moyen d'attente dans un système comme ça, il faut traiter les tâches par durée de traitement croissante. Il faut les ordonnancer par durée de traitement croissante. Alors, j'avais mis dans le titre temps moyen d'attente
Ici, j'avais oublié le 1 sur n, parce que, comme le nombre de tâches est fixé, évidemment, optimiser le temps moyen d'attente ou le temps total d'attente, c'est la même chose. Donc en fait, les termes au niveau de la littérature sont complètement interchangeables. Au niveau de ce qui est de la... Oui, pardon. Ils sont totalement interchangeables. Et donc, notation classique, c'est somme des temps de complétion. OK, donc là, on était sur une minimisation du temps moyen d'attente. Mais on peut imaginer un cadre où on ait des priorités. La femme enceinte, elle va avoir une priorité de 10 au niveau du guichet, personne handicapée 5, monsieur tout le monde 2, bon, l'enquiquineur de service que la personne voit arriver toutes les semaines, par contre, lui, va être traité moins bien, il a une priorité de 1. Donc, maintenant, plutôt que de regarder le temps moyen d'attente, je veux prendre en compte les priorités, et donc je vais pondérer mon temps d'attente CI par la priorité WI. Donc, ce que je vais vouloir optimiser, c'est mon temps moyen d'attente pondéré. Alors, là, en fait, je vais procéder de la même façon que précédemment. C'est-à-dire, je pourrais vous poser... si, peut-être, j'aurais posé la question. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui voit quelle serait la solution optimale ici? On les classe en fonction du quotient entre la priorité, entre le temps de la durée de la tâche sur la priorité. Oui. On remplace le temps par le VI fois I. Voilà, c'est un ratio temps et coefficient de priorité. Durée d'exécution, priorité. Donc, si on ne le voit pas, on procède comme précédemment, on fait une étude par échange et on regarde ce que ça donne. Donc là, j'ai juste copié-collé ce qu'on avait précédemment parce que on fait l'interversion des deux tâches, on regarde, on a les mêmes propriétés sur les temps de complétion. Ici, notre fonction objective, on ne l'a pas exprimée, donc elle n'influe pas. Alors la seule chose, c'est que j'ai besoin d'un élément de plus, donc j'ai besoin du temps de complétion de la tâche noire dans le premier ordonnancement, c'est le temps de complétion de la tâche verte, plus celui de la tâche bleue, plus celui de la... Pardon, c'est le temps de complétion de la tâche verte, plus le temps d'exécution de la tâche bleue, plus le temps d'exécution de la tâche noire. Donc, j'ai les propriétés que j'ai établies. Donc, comme précédemment, ce que je veux, c'est exprimer ma fonction objective pour mon nouveau problème en fonction de l'ancienne. Donc, j'ai exactement la même formule que précédemment, sauf que là où j'avais le temps de complétion CI, je l'ai remplacé par WI fois CI. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que vaut cette expression-là. Donc, en fait, ce qui m'intéresse fondamentalement, c'est la différence. Donc, je remplace toutes les valeurs CI, CJ, C'I, C'J par les valeurs ici. Alors, juste pour alléger, j'ai noté T, la date de complétion de la K-1e tâche dans n'importe lequel des deux ordonnancements. Donc, j'ai cette grosse expression-là. Bon, du premier coup d'œil, je peux voir que les termes en T s'en vont. J'ai moins WI plus WI, moins WJ plus WJ. Donc, il me reste ça, et j'ai moins WI plus moins WIPI plus WIPI, WJPJ moins WJPJ, ça s'en va. Donc, il me reste juste ces deux termes-là. Donc, comme précédemment, si je suis parti initialement d'un ordonnancement qui était optimal, sa fonction objective, elle est plus petite que celle du nouvel ordonnancement que je viens de considérer. Donc, ça veut dire que la différence delta doit être positive. Donc, ça veut dire que WIPJ moins WJPI, c'est supérieur ou égal à 0. Donc, WI sur PI est supérieur ou égal à WJ sur PJ, puisque, bien évidemment, j'ai supposé que mes durées d'exécution de mes tâches étaient strictement positives. Donc, pareil, je suis parti d'un ordonnancement optimal dans lequel la tâche TI était exécutée avant la tâche TJ. Et donc ça veut dire que WJ sur PJ doit être plus grand ou égal à WI sur PI. Donc, le nom de cette règle, c'est Smith-Ratio Rule. Donc ici, pour minimiser le temps moyen d'attente pondéré, il faut ordonnancer les tâches par ratio priorité sur temps de traitement décroissant. Alors, on avait introduit des priorités. Maintenant, on pourrait introduire des dates d'arrivée.
Donc ici, les demandeurs, ils doivent à l'avance demander un rendez-vous. Et la règle, c'est que vous ne commencez pas à traiter leur demande tant que l'heure du rendez-vous n'est pas arrivée. Donc on ne peut pas commencer le traitement d'une requête, le traitement d'une tâche, avant la date de soumission, la date d'arrivée. Et donc là, on retourne sur le problème de comment minimiser le temps moyen d'attente, donc là, avec des dates d'arrivée. Alors, on va prendre un exemple très simple où ici, on a deux tâches. Donc, il y en a une qui arrive à la date 0 et qui va durer pour un temps 4. Et on a une qui arrive à la date 1 et qui dure un temps 1. Bon, bah là, on va avoir deux possibilités. Soit on fait la tâche bleue d'abord, puis la tâche rouge, soit la tâche rouge, puis la tâche bleue. Donc on regarde les deux. Si on décide de faire la tâche bleue d'abord, ben, elle arrive au temps 0, on peut commencer à l'exécuter au temps 0. Donc, on l'exécute de 0 à 4, de temps 0 à 4, et dès qu'elle est finie, on peut attaquer la tâche rouge, donc qui sera exécutée de 4 à 5. Donc le temps qu'a passé la tâche bleue dans le système, c'est la date de complétion, 4, moins la date d'arrivée qui est 0, donc elle a passé 4 unités de temps dans le système. Le temps d'attente, le temps de présence de la tâche rouge dans le système, c'est le temps écoulé entre son arrivée dans le système 1 et sa date de complétion 5. Donc elle a passé un temps 4 dans le système, donc on a un temps total d'attente ici qui est de 8. Si je fais l'inverse, donc j'exécute d'abord la tâche rouge puis la tâche bleue, ben, la tâche rouge, je ne peux la commencer qu'à sa date d'arrivée. Donc je l'exécute entre la date 1 et la date 2. Et ensuite seulement, je fais la tâche bleue. Et donc la tâche bleue, je la fais entre la date 2 et la date 6. Donc, le temps d'attente de ma tâche rouge, c'est juste 1, c'est le temps minimal, 2 moins 1. Par contre, la tâche bleue, elle a passé un temps 6 dans le système. Donc ici, j'ai une solution qui a un temps total d'attente qui est de 7, donc qui est meilleur que dans le cas précédent. Ici, puisque l'on a des dates d'arrivée, et donc des dates avant lesquelles on ne peut pas commencer à traiter une tâche, ici, on a eu intérêt, dans ma fonction objective qui est le temps total d'attente ou le temps moyen d'attente, on a eu intérêt à laisser volontairement inactif le processeur. Question suivante. Donc ici, c'est facile, j'ai deux tâches, j'ai que deux cas possibles. Facile de trouver la solution optimale. Quelle est la solution optimale dans le cas général ? Bah, c'est une question piège parce qu'en fait c'est un problème qui est NP complet et qui plus est NP complet au sens fort. Donc là, ça va être le seul problème qui va vraiment être difficile aujourd'hui, pas dans la première partie, c'est que celui-là est NP complet, donc bon. On peut toujours tout énumérer, mais je ne sais pas s'il y a des solutions moins bêtes que ça. Typiquement, dans un problème comme ça, qui est compliqué, on va essayer de relâcher le problème pour le rendre plus simple. Donc là, typiquement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter la possibilité de faire de la préemption, c'est-à-dire d'interrompre l'exécution d'une tâche et la reprendre après. Donc là, si on a la possibilité de faire de la préemption, ce que je n'avais pas introduit jusque-là, c'est on va attaquer la tâche bleue au moment où elle arrive dans le système, on va l'exécuter jusqu'au moment où la tâche rouge arrive, on exécute la tâche rouge, et quand la tâche rouge a fini, on va reprendre l'exécution de la tâche bleue. La tâche bleue, elle a une durée de 4, on a déjà exécuté pour 1, donc on a encore 3 unités de temps à travailler. Et donc ici, la somme de mes temps d'attente, ben pour la tâche bleue, il est de 5, et la tâche rouge, elle est de 1, donc j'ai une solution qui est ici meilleure, parce que je me suis donné plus de liberté pour ce problème-là. Donc j'ai un temps moyen d'attente un temps total d'attente qui est de 6. Alors, ça, ce n'est pas une question piège. S'il y a préemption, quelle est la solution optimale pour
ordonnancer les tâches, donc avec préemption, pour minimiser le temps total ou le temps moyen d'attente. Les plus courtes desquelles est possible? Oui, la plus courte restante. La plus courte qui reste, la plus courte qui est. La plus courte qui reste. Alors, qu'est-ce que vous entendez par la plus courte qui reste? C'est-à-dire qu'on a le temps restant d'une tâche déjà préemptée. Voilà, c'est ça. Donc la solution optimale, c'est, à chaque fois qu'on prend une décision, et on va prendre une décision quand il y a une tâche qui se termine ou quand il y a une tâche qui arrive, c'est on exécute la tâche qui a le plus court temps de travail restant. Donc le SRPT pour Shortest Remaining Processing Time. Donc ici, on commence avec la tâche bleue parce que c'est la seule. Autant à la date 1, on a la tâche. Donc il nous reste 3 unités de travail à faire sur la tâche bleue, 1 unité de temps sur la tâche rouge. Donc on préempte la tâche bleue, on attaque la tâche rouge, on la finit au temps 2. Là, il n'y a qu'une seule tâche à exécuter, donc c'est elle qu'on exécute. Au temps 3, on a la tâche noire qui arrive, elle a une durée d'exécution de 1, il nous reste 2 unités d'exécution pour la tâche bleue, donc on passe à la tâche noire. Et là, on a la tâche verte qui a 3 unités de temps de travail à faire, et la tâche bleue pour laquelle il ne reste que 2, donc on fait d'abord la tâche bleue et après on fait la tâche verte. Alors, ici, pour prouver que effectivement c'est bien Shortest Remaining Processing Time qui est la solution optimale, on va faire une preuve par échange une fois de plus. Donc on prend un ordonnancement, on peut supposer qu'il est optimal ou pas, on prend un ordonnancement et on regarde quelle est la première différence qu'il y a entre cet ordonnancement et alors, j'allais dire par erreur la solution de SRPT. Non, pas la solution, parce qu'il n'y a aucune raison que l'algorithme SRPT ait une solution unique. Typiquement, ici, j'aurais pu avoir au temps 1 2 tâches qui soient de durée 1 qui arrivent en même temps. Et donc ça, c'est indiscernable. Il faut briser la symétrie, il faut tirer à pile ou face laquelle on fait. Donc il peut y avoir plusieurs solutions, même fournies par SRPT. Donc on prend une exécution de l'algorithme SRPT et on regarde la première différence entre la solution qu'il produit et notre solution de référence. Et au niveau de cette première différence, il y a la tâche qui est exécutée par l'ordonnancement de référence et la tâche qui est ordonnancée par SRPT. Donc on a 2 tâches. De l'ordonnancement de référence, on enlève tout ce qui a été alloué à partir de cette date, à ces 2 tâches. Donc on désalloue tout ça et ensuite on va réallouer tout ce qu'on avait désalloué dans l'ordre dans lequel le fait SRPT. Et donc, ce faisant, on va avoir un ordonnancement qui va ressembler un peu plus à celui de SRPT que de celui dans lequel on est parti. Alors, ce qu'il faut montrer, c'est que l'ordonnancement que l'on a produit par transformation est au moins aussi bon que l'ordonnancement que l'on avait précédemment. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on regarde la première des 2 tâches à finir. Eh bien, elle va finir comme ce que fait SRPT, c'est qu'il ordonnance la tâche à laquelle il reste le moins de travail à faire pour être fini. Une fois qu'on a fait la transformation entre nos 2 tâches, celle qui finit en premier, elle finit au plus tard à la même date que celle qui finissait en premier avant. Et pour l'autre tâche, elle finit à la même date. Et donc quand on regarde la somme des 2, dans le pire des cas, on a la même somme. Quand on regarde la somme des 2 temps de présence dans le système de ces 2 tâches, dans le pire des cas, on a la même chose que précédemment et potentiellement, on a amélioré. Donc on a un nouvel ordonnancement qui ressemble un peu plus à celui de SRPT et qui est au moins aussi bon. Et on itère comme ça, et ça va effectivement terminer puisque à chaque fois, on a une tâche de plus qui est ordonnancée dans notre nouvel ordonnancement de la même manière que dans SRPT. Et donc comme ça, on prouve que effectivement, la solution, c'est d'ordonnancer les tâches par temps de travail restant minimal. Alors ça, c'était, jusqu'à présent, ce que je regardais, c'était des durées moyennes ou des durées totales de présence des tâches dans le système. Donc j'essayais d'optimiser les choses en moyenne. Et si maintenant j'essayais plutôt d'optimiser le pire cas? Donc j'ai mes dates d'arrivée, et je voudrais minimiser
l'attente maximale d'une tâche dans le système. Qu'est-ce que je ferais d'après vous? Un tas avec quoi? Les temps d'exécution qui restent pour les différentes tâches. On prend la plus grosse. Et juste dessous, il faut faire monter. Si. Non, en fait, c'est beaucoup. Ouais. Alors, ce qui est marrant, en fait, donc, pour ce qui était le Smith Ratio Rule ou plus court temps de travail restant, qui étaient des choses un petit peu sophistiquées, ça vous avez trouvé tout de suite. Et en fait, là, l'algo, il est trop simple. La solution optimale, elle est trop simple. J'ai pas... Voilà. Premier arrivé, premier servi. La solution optimale, c'est FIFO, première arrivée, premier servi. Donc, comment est-ce que l'on va montrer ça? Une fois de plus, je me répète, par un processus d'échange. Donc alors là, je vous le fais d'abord sans préemption. Donc, on prend un ordonnancement, on suppose que ce n'est pas la solution première arrivée, premier servi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a deux tâches, une rouge et une bleue. La rouge, donc dans cet ordonnancement-là, la rouge arrive avant la bleue, mais par contre, elle termine après. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On intervertit juste les exécutions des tâches rouges et bleues. Alors, quand on regarde la valeur de la fonction objective dans le nouvel ordonnancement, donc on regarde le maximum des temps de présence des tâches dans le système, donc sur l'ensemble des tâches, bon, bien évidemment, les seules tâches pour lesquelles ça a changé par rapport à ce qu'il y en avait dans l'ordonnancement original, c'est les tâches rouges et les tâches bleues. Donc, on regarde quel est le temps de présence de la tâche rouge dans le système. Au début, c'était tout ça. Et là, on a évidemment, bien sûr, elle a toujours la même date de soumission, mais là, elle finit plus tôt, puisqu'on a avancé son exécution. Donc, la durée de présence de la tâche rouge dans le système a diminué. Si on regarde la tâche bleue, son temps a augmenté. Mais ce n'est pas un problème, parce que ce n'est pas ça qu'il faut regarder. Ce qu'il faut regarder, c'est combien de temps la tâche bleue passe dans le système par rapport au temps que la tâche rouge a passé dans le système dans la version précédente. Elles finissent toutes les deux à la même date. Par contre, la tâche bleue, par hypothèse, a une date de soumission qui est postérieure. Donc, la tâche bleue passe dans le deuxième ordonnancement moins de temps dans le système que la tâche rouge dans le premier. Donc, le maximum des temps de présence dans le système de mes deux tâches rouges et bleues dans le deuxième ordonnancement est inférieur à ce que c'était dans le premier. Et pour toutes les autres tâches, c'est pareil. Et donc, le maximum sur l'ensemble des tâches des temps de présence dans le système dans le deuxième ordonnancement est au pire aussi élevé que dans le premier. Et donc mon deuxième ordonnancement est au moins aussi bon que le premier. Et donc la solution optimale, quand on veut minimiser le temps maximum d'attente d'une tâche dans le système, le temps maximum d'attente au guichet, c'est de traiter les tâches première arrivée, premier servi. Alors, je l'ai fait ici sans préemption, mais avec préemption, c'est pareil. Vous allez juste enlever tous les intervalles de temps qui sont alloués à chacune des deux tâches, donc désallouer tout ça, et puis allouer tout, d'abord, tout ce qu'il faut gloutonnement à la tâche qui a la date de soumission la plus petite, et ensuite le reste à l'autre tâche. Donc, avec ou sans préemption, la solution optimale pour minimiser le temps d'attente maximum, c'est première arrivée, premier servi. Donc, ce qui montre entre autres que rajouter de la préemption dans ce problème-là n'a aucun impact, aucun intérêt. Il y a autre chose. Donc, en fait, il n'y a pas d'intérêt parce que FIFO qui est optimal ne s'en sert pas. Il y a autre chose que FIFO n'utilise pas ici. La seule chose qui compte pour première arrivée, premier servi, c'est la date d'arrivée.
la durée d'exécution des tâches n'a aucun impact. Donc, on n'a pas besoin de la connaître. Donc, si vous êtes dans un cadre en ligne, donc vous ne savez pas que les tâches vont arriver, enfin, s'il y a des tâches qui vont arriver, et si vous êtes même dans un cadre en ligne non clairvoyant, donc vous ne savez pas s'il y a des tâches qui arrivent, et s'il y a une tâche qui arrive, vous ne savez pas combien de temps elle va prendre avant de terminer, ben même dans ce cadre-là, on sait construire la solution optimale, puisque c'est FIFO, qui n'a pas besoin de ces informations-là. Donc minimiser le temps maximum d'attente en cas en ligne non clairvoyant, premier arrivé, premier servi. Alors, on approche de la fin de la première partie. Donc, date butoir. Donc ici, on a associé à chacune des tâches une date butoir avant laquelle il faut impérativement que la tâche soit faite. Soit la tâche est faite avant cette date, soit ça ne sert à rien de la faire. Ici, ce que l'on veut, c'est maximiser le nombre de tâches exécutées avant leur date butoir. Alors, question rituelle. Attends, ordre croissant. Alors, le plus possible. Oui, alors, donc toutes les tâches sont disponibles à date 0 et on suppose bien évidemment que toute tâche prise individuellement réalisable, c'est-à-dire que la date butoir d'une tâche est toujours supérieure ou égale à sa durée d'exécution. Sinon, on les enlève d'entrée de jeu, ce n'est pas la peine. Donc, évidemment, on a envie, la première idée, c'est d'exécuter les tâches par date butoir croissante. Alors, ce n'est qu'une solution partielle, c'est-à-dire que s'il existe un ordonnancement dans lequel toutes les tâches peuvent être exécutées avant leur date butoir, cet algorithme-là donnera une solution. Donc s'il existe une solution pour laquelle toutes les tâches sont une solution donc avec n tâches, à ce moment-là, faire exécuter les tâches par ordre de date butoir croissante donne une solution optimale. Par contre, s'il n'est pas possible de faire les n, ça ne donnera pas la meilleure solution. Alors, l'algorithme qui maximise le nombre de tâches exécutées avant leur date butoir, c'est l'algorithme de Moore-Hodgson. Donc, je vais le faire sur un exemple, sera sans doute plus simple. Donc, on considère les tâches par ordre de date butoir croissante. Donc, la première date butoir, c'était la verte, donc on fait la tâche verte. On regarde, est-ce qu'on peut l'exécuter avant sa date butoir? Oui. OK, donc on la conserve. Et on continue. On prend la tâche bleue, on l'exécute donc au plus tôt possible, donc dès que la tâche verte a fini. Est-ce qu'elle termine avant sa date butoir? Oui. Donc c'est bon, on la conserve. Ensuite, la tâche noire. Là, manque de bol, on l'exécute au plus tôt après la tâche bleue, mais elle dépasse de sa date butoir. Donc là, on ne peut pas faire les tâches vertes, bleues et noires, toutes les trois, et qu'elles satisfassent toutes les trois leur date butoir. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, sur l'ensemble de ces trois tâches, on va enlever la tâche qui a la plus longue durée d'exécution. Donc là, ici, c'est la bleue. On l'enlève. Bon, bien évidemment, je compacte mon ordonnancement et je continue. Donc, ensuite, j'ai la tâche rouge. Je peux l'exécuter avant sa date butoir. Puis, pour finir, j'ai la tâche bleu clair. Je peux l'exécuter avant sa date butoir. C'est bon. Donc, c'est comme ça que fonctionne l'algorithme de Moore-Hodgson. Donc, j'ai un ensemble des tâches que je conserve dans mon ordonnancement. Donc, au départ, il est vide. Ensuite, je considère les tâches par ordre de date butoir croissante. Je regarde si je peux rajouter la IM tâche à l'ensemble des tâches que j'ai déjà en satisfaisant sa date butoir. Si oui, j'ajoute. Sinon, je prends la plus grande tâche
Alors attention, je prends la plus grande tâche de l'ensemble des tâches déjà allouées, plus la nouvelle, je l'enlève. Donc il se peut très bien que ce soit celle que je veuille rajouter. Et donc je l'enlève et je rajoute la tâche I. Donc effectivement, cette opération-là peut laisser l'ensemble A tel quel si justement la tâche I est la plus grande de l'ensemble. Alors, là, il y a deux choses à faire. Je vous ai montré l'algorithme, je vous l'ai fait tourner. Maintenant, il faut quand même que je montre deux choses. La première, c'est qu'il est correct, c'est-à-dire qu'il me produit un ordonnancement qui est valide. Et la deuxième, c'est qu'il est optimal. Donc la première chose, c'est la correction. Ce que je produis est bien un ordonnancement. Donc on va faire un raisonnement par induction et on regarde une étape. Si mon étape ne rejette pas de tâches, les précédentes, je savais que je pouvais les ordonnancer et typiquement, ma contrainte ici, elle montre que celle que je rajoute peut être ordonnancée. Donc il n'y a pas de problème. Si je ne rejette pas de tâches, c'est bon. Par contre, je suppose donc induction que jusque-là, mon ensemble A était valide, et là, je rejette une tâche. Je vais rejeter une tâche K à cause de la tâche I que j'essaye d'insérer, avec bien sûr le fait que K et I peuvent être la même. Donc, les tâches qui ont été insérées avant K, rien ne change pour elles. Les tâches qui ont été insérées après K, puisque je vais enlever K de mon ensemble, je vais diminuer leur temps d'attente, parce qu'il y aura la durée d'exécution de la tâche K qu'elles n'auront pas à payer. Donc je diminue de PK leur date de fin. Alors je vais regarder la tâche L, qui, dans l'ensemble des tâches de A, est la dernière que j'ai rajoutée. Donc pour pouvoir la rajouter, j'ai dû vérifier une condition. Et cette condition, c'est que la somme des durées d'exécution des tâches qui sont dans mon ensemble A soit inférieure ou égale à la date butoir de cette tâche L. Après transformation, quelle sera la somme des tailles des tâches qui sont dans mon ensemble A? C'est ce qui était avant, plus la tâche que je vais rajouter, moins la taille de la tâche que je vais enlever. Et donc, comme j'enlève la plus grande tâche, ça c'est inférieur ou égal à ce qui était la taille de la tâche, la somme des tailles des tâches que j'avais avant. Ça, par la propriété ici, c'était inférieur ou égal à la date butoir de ma tâche L. Et puisque je considère mes tâches par ordre de date butoir croissante, c'est inférieur ou égal à la date butoir de la tâche I. Et donc j'ai bien, après transformation, je peux exécuter l'ensemble de mes tâches, y compris la tâche I, de manière à ce que la tâche I respecte sa date butoir. Et pour les autres, on a vu avant qu'il n'y avait pas de problème, soit ça restait tel quel, soit la date de complétion était diminuée. Donc puisque avant, elles satisfaisaient leur date butoir, encore plus après. Donc l'ensemble de tâches que me retourne à la fin l'algorithme de Moore-Hodgson me spécifie bien un ordonnancement correct. Je peux ordonnancer les tâches de cet ensemble-là de manière à ce que toutes satisfont leur date butoir. Maintenant, il me reste à prouver que cet ordonnancement est optimal. Alors, je vais prendre une solution optimale, que je vais supposer différente de Moore-Hodgson, sinon, si c'est la même chose, j'ai rien à faire. C'est bon. Donc je prends un ensemble O de tâches qui est optimale, donc de taille maximale. Et je regarde quelle est la première tâche qui est rejetée par l'algorithme de Moore-Hodgson, donc j'appelle J cette tâche-là. On va prouver qu'il existe une solution optimale qui ne contient pas cette tâche J. Donc comment est-ce qu'on procède? On regarde la tâche qui va provoquer le rejet de cette tâche J. Donc, comme par définition, la tâche J est la première qui a été rejetée, jusque-là, aucune tâche n'a été rejetée. Donc toutes les tâches de 1 à I-1 sont dans l'ensemble A au moment
où j'essaye d'insérer la tâche i qui va provoquer le premier rejet. Cette tâche i provoque le premier rejet, ça veut dire que l'ensemble des i premières tâches n'est pas réalisable. Donc s'il n'est pas réalisable, je ne peux pas exécuter les i premières tâches et satisfaire les dates butoirs des i premières tâches, donc les i premières tâches ne peuvent pas toutes être dans la solution optimale. Donc je regarde, je prends K, une des i premières tâches qui n'est pas dans la solution optimale. Comme l'algorithme de Moore-Hodgson, par définition, rejette la plus grande des tâches parmi les i premières, et que j'en ai choisi une ici parmi les i premières, bon, à ce moment-là, ça veut dire que l'ensemble qui est créé par Moore-Hodgson, la somme des tailles des tâches créées par Moore-Hodgson est inférieure ou égale à la somme des tailles des tâches correspondantes dans la somme des tailles des tâches dans l'algorithme. Pardon, je recommence. J'ai dit une bêtise, j'avais dit que ça arriverait. Donc, je prends la solution de l'optimal, et l'optimal, il a la tâche J, contrairement... Pardon, l'optimal, oui, il a la tâche J, contrairement à la tâche K. Donc, j'enlève la tâche qu'il a en trop, je rajoute la tâche qui lui manque, et par définition, PK moins PJ est négatif, puisque l'algorithme de Moore-Hodgson enlève la plus grande tâche. Je réutilise le même argument que celui que j'avais dans la preuve de correction de l'algorithme de Moore-Hodgson, qui est que si, au départ, j'ai un ensemble qui est valide, si je fais une substitution en enlevant une tâche et en remettant une tâche plus petite à la place, j'ai de nouveau une solution valide. Donc ça veut dire que mon nouvel ensemble ici est un ensemble valide, et donc que je n'ai pas la tâche J ni dans la solution de Moore-Hodgson, ni dans la solution de mon optimal. Et donc à ce moment-là, tout ce que je fais, ma tâche J, elle n'influe pas sur ma solution. Je l'enlève de l'énoncé. Et je recommence. Et comme ça, petit à petit, je vais obtenir une solution optimale qui va avoir le même contenu, exactement les mêmes tâches que celle de solution de Moore-Hodgson. Et donc elles auront exactement le même nombre de tâches. Voilà. Donc, c'était ce que j'avais prévu sur la première partie, où donc, on était sur un cas simple avec un seul processeur, et de voir comment juste le fait de changer la fonction objective et aussi ajouter des contraintes ou des possibilités, donc les contraintes qui peuvent être les dates d'arrivée, les dates butoirs, les possibilités qui sont préemption ou non, vont changer la forme de la solution optimale. Et donc dans la deuxième partie, on va avoir plusieurs processeurs. Donc il va y avoir le problème de répartir, toujours dans les tâches indépendantes au départ, puis avec dépendance à la fin, de répartir les différentes tâches sur les différents processeurs. Et là, ça va, au niveau complexité, ça va devenir tout de suite plus amusant. Vous parliez de complexité à la fin de votre exposé. L'algorithme de Moore-Hodgson en exécution globale, ça fait du linéaire? Oui, puisqu'on a la somme, il suffit de la garder précalculée, donc on est en temps constant à l'intérieur de la boucle, donc on est en linéaire. Oui, alors, non, parce qu'il faut récupérer la plus longue. Et donc à côté, il faut avoir un tas. Donc on va être en n-log n. Oui. On va être en n-log n parce qu'il faut pouvoir ressortir la plus longue tâche.